Le top de 13h, l'actualité sur Radio Sénégal, Ibrahima Sadi. Bonjour à tous, à la une de cette édition, campagne référendaire pour le scrutin du 20 mars. Les deux camps, celui du oui et celui du non, ont fini d'investir le terrain. Meeting, conférence publique, caravane, bref, rien n'est laissé au rade pour convaincre les populations. L'invite de Mamadou Diop Castro pour un climat scolaire apaisé. Selon le président du comité de dialogue social dans le secteur de l'éducation, le gouvernement doit faire plus d'efforts pour une stabilité du système éducatif. Et puis le pastoralisme au Sahel, au centre d'une réunion ici à Dakar. Il s'agit pour les 150 participants venus de la sous-région d'échanger sur leur expérience pour le développement de l'élevage. Également au sommaire, le sport avec Abidjalo et la revue de presse d'Aromédou. Amadou Ndiaye était la technique. Mamadou Diop Castro, le président du comité du dialogue social dans le secteur de l'éducation, exhorte le gouvernement à faire plus d'efforts pour pacifier l'espace scolaire, car selon Mamadou Diop Castro, une paix sociale et une stabilité au niveau du système éducatif sont nécessaires pour atteindre les objectifs du développement durable pour l'éducation. Le voici au micro d'Ansoumana Sadio. Le comité du dialogue social dans le secteur de l'éducation, avec le Haut Conseil du dialogue social, avait pris des initiatives après avoir rencontré les organisations syndicales sur leurs préoccupations. Nous avons contribué au King Fahd Palace les 9 et 10 mars pour faire le point, une revue des accords entre le gouvernement et les organisations syndicales. Nous avons dit au gouvernement qu'il faut encore faire des efforts, mais aux organisations syndicales de mesurer les enjeux et d'aller au compromis nécessaire pour que l'on retrouve la paix sociale et la stabilité. Parce qu'il est illusoire de penser qu'on peut atteindre les objectifs de développement de l'éducation dans l'instabilité. Les assises nationales de l'éducation avaient recommandé la paix sociale, la stabilité, à travers même la signature d'un pacte de stabilité. Mais tant que l'environnement ne sera pas favorable, avec le respect des accords et le rétablissement de la confiance entre les syndicats et le gouvernement, nous ne pourrons pas aller autour de la table et à la signature d'un pacte de stabilité. Alors qu'il faut qu'on y arrive. Même le plan Sénégal émergent ne pourrait pas atteindre ses objectifs tant que le pacte de croissance signé entre le gouvernement, le patronat et les centrales syndicales ne débouche pas sur la stabilité du pays. Mais que les centrales syndicales signent un pacte alors que leurs démembrements sont toujours en ébullition, c'est contradictoire. Il va falloir aller ensemble dans la même direction. Et c'est pourquoi le gouvernement doit encore discuter davantage avec les organisations syndicales, se concerter davantage avec les organisations syndicales, consulter davantage les organisations syndicales sur les politiques pour qu'on puisse aller à la stabilité. Voilà, Mamadou Diop Castro, le président du comité du dialogue social dans le secteur de l'éducation. Il était en tournée dans la région de Tambacounda. Emploi des jeunes et des femmes, le projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes va réaliser à Koutal 16 bassins aquacoles et une dizaine d'hectares pour le maraîchage seront aménagés donc à Ndofane. Ces réalisations seront bénéfiques pour les jeunes et les femmes de Kaolack. Le PAPEJ est financé à hauteur de 18 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, la BAD, et l'État du Sénégal. Ce projet intervient dans 5 régions du pays d'Abdoulaye Badiane. Les jeunes et les femmes couches sociales vulnérables, souvent proies au sous-emploi. C'est pourquoi le gouvernement, dans la dynamique d'apporter une réponse en leur faveur, décide de l'élaboration du projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Ce projet aura pour but, dira Babacar Dieye, son chef d'antenne régionale Kaolack-Fatick. Et ce projet veut améliorer les opportunités d'emploi et de revenus durables. Les objectifs, c'est générer au moins 15 000 emplois directs et 5 500 emplois indirects, 60% des jeunes et 40% des femmes. 18 milliards sont injectés pour, ajoute Babacar Gueye. 90% est apporté par la BAD à travers le Fonds africain de développement et les 10% par l'État du Sénégal. Réaliser aussi 156 fermes agricoles, avicoles et aquacoles intégrées. Construire ou réhabiliter des centres d'incubation. À Kaolack, des jeunes et des femmes déjà bénéficiaires du PAPEJ travaillent dans les fermes implantées à Koutal et Ndofane. Ici à Kaolack, la demande est réelle. La question de l'emploi, c'est une question lancinante. Mais le président de la République a jugé utile et opportun de mettre en place le PAPEJ.
Le projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, dont la durée est de 5 ans, intervient dans les régions de Thiès, Fatick, Kaolack, Kolda, Sédhiou et Dakar dans sa banlieue. Son approche par l'offre se fait en partenariat avec des agences et institutions spécialisées comme ANIDA, ANA, ANPEJ, Daouda Laye-Badiane, Kaolack, RTS. Un hangar industriel pour Sédhiou, il a été inauguré par le directeur du redéploiement industriel d'un coût de 100 millions de francs. Ce hangar va abriter 3 petites unités industrielles de transformation de produits locaux. Voici Momodou Sinkebe, c'est le directeur du redéploiement industriel au micro de Malamine Camara. Lors du Conseil des ministres centralisé qui est tenu ici à Sédhiou l'année dernière, le ministre de l'Industrie des Mines a visité les différents sites industriels. Il en a trouvé quelque peu et parmi les doléances qui lui avaient été soumises figurait donc l'érection d'un bâtiment industriel. C'est seul à travers des activités productives que nous pouvons construire et développer économiquement notre pays. Donc ces bâtiments industriels sont destinés à des industries de transformation des ressources de la région. Au niveau du ministère, il y a un fonds de 2,5 milliards destiné aux petites et moyennes industries qui évoluent dans le secteur de la transformation agroalimentaire. Donc il faut faire appel à ce fonds et bénéficier de ce fonds pour pouvoir donc développer des activités de transformation. 100 enfants ont marché donc 100 enfants membres du comité villageois de protection de l'enfant du département de Médina Yoro Foulah plaident pour l'abandon des violences basées sur le genre, des pratiques qui sont encore monnaie courante dans ce milieu. Une marche de sensibilisation a eu lieu ce week-end, appuyée par l'ONG Ofat Naforé et son partenaire Save the Children, Abassane. Une sensibilisation accrue doublée d'une série de formations sur les violences basées sur le genre à l'intention des membres des comités villageois de protection de l'enfant, des communautés éducatives, des enfants et de leurs parents n'ont pas réussi à endiguer le phénomène. Ce phénomène a même atteint une dimension inquiétante. Madame Baldé Salimatou Sabali, secrétaire exécutive à Ofat Naforé. Le problème lié à l'enregistrement de l'état civil, les mutilations génitales féminines, il en existe toujours. Des problèmes liés à la punition physique humiliante qui empêchent même l'enfant de développer son sens de communication. Il y a un phénomène terrible qui se passe dans le département de Médina Yoro Foulah. On enlève les jeunes garçons de l'école pour aller couper le bois. On laisse les jeunes filles en classe. Ça, c'est une violence basée sur le genre. 100 enfants et autres membres des comités villageois de protection de l'enfant ont effectué une marche de la mairie à la préfecture pour une amélioration des droits de l'enfant. Mademoiselle Sona Baldé a lu le mémorandum. Nous sommes convaincus qu'après l'exploitation du document, vous prendrez des mesures efficaces pour l'abandon définitif des violences basées sur le genre. La sensibilisation sur les violences basées sur le genre doit être une préoccupation de tous. Ofad Naforé, en partenariat avec Save the Children, déroule depuis septembre 2015 le programme dans 4 communes du département de Médina Yoro Foulah, un programme qui prend fin en mars 2016. Abassane Kolda, RTS. « 13h08, vous suivez les informations sur Radio Sénégal. La Fédération nationale des travailleurs portières maritimes fluviaux du Sénégal ne veut plus du chômage technique des travailleurs qui perdure. Cette fédération demande l'intégration de la prise en charge et la prise en charge médicale des marins dans la couverture maladie universelle. Ces travailleurs étaient en assemblée générale ce matin, compte rendu Jamila Koli. Mise en place le 2 février, la Fédération nationale des travailleurs portuaires maritimes fluviaux du Sénégal regroupe les marins-pêcheurs industriels artisanaux, les marailleurs, les dockers, pointeurs, les travailleurs des entreprises portuaires, aéroportuaires, les transitaires, les femmes transformatrices. Une fusion que son président salue. Mbaye Camara. On avait tenu une conférence de presse. Le 2, les travailleurs étaient venus nombreux. On convoque aujourd'hui l'Assemblée générale pour les remercier. Et puis pour leur rappeler encore d'autres problèmes qui se posent au port. Une assemblée en guise de deuxième rencontre pour les membres de la fédération. Mais à cette rencontre, il a beaucoup été question des problèmes que vivent les 15 000 travailleurs portuaires maritimes fluviaux. Mbaye Camara. Ce décret-là fixe les taux de ressources financières de l'ANAM. Et ce problème-là, c'est les visites médicales, les visites d'aptitude physique des marins qui sont payantes. Alors nous voulons que ces visites-là soient réintégrées dans la couverture maladie universelle. Les problèmes, il y en a beaucoup. Au niveau des marins, au niveau des dockers, au niveau des manutentionnaires. Le chômage est aigu au port. Parce que sans bateau, le marin ne travaille pas. Les bateaux de pêche étrangers ne viennent plus au port de Dakar. C'est sur le bord de ces bateaux-là que les marins travaillaient le plus souvent.
il n'y a que les marieuses payent au port la carte de marieur et le badge pour entrer dans le port. Je rappelle tout le monde, les armateurs, l'État et tout le monde. Pour ces travailleurs, il est temps de se faire entendre par les autorités pour de meilleures conditions de travail, de vie, mais aussi une meilleure prise en compte dans l'élaboration des politiques liées au secteur. Jamila Esther, Sandrine Colli, l'utilisation des antibiotiques dans nos aliments, c'est le thème de la Journée mondiale du consommateur. Une journée célébrée ce 15 mars, occasion pour le nutritionniste Dr Djibril Traoré de l'ITA de revenir sur la bonne utilisation des antibiotiques dans les aliments. Une utilisation qui demande beaucoup de précautions. Dr Djibril Traoré sur les circonstances d'usage de ces antibiotiques. Il est joint par Dior Ndiaye Cissé au téléphone. Ces antibiotiques doivent être contrôlés. La dose doit être contrôlée. Et donc, beaucoup d'assurance, ce qu'on appelle l'assurance qualité. Il faut vraiment suivre l'assurance qualité, donc les différentes étapes de l'assurance qualité, pour pouvoir traiter ces volailles donc, avec ces antibiotiques. Les antibiotiques luttent contre les invasions microbiennes. Donc, quand dans les aliments, parfois, on trouve avec, par exemple, des salmonelles ou bien des coliformes fécaux, et ce qu'on appelle par exemple E. coli, donc des espèces de coliformes qui sont très nocives pour les humains. Donc il faut les traiter, il faut donc les détruire. Et pour les détruire, il faut utiliser par exemple les antibiotiques. Et quels sont les effets nocifs qu'ils peuvent avoir sur notre santé? C'est par exemple quand vous ne suivez pas par exemple les normes de l'assurance qualité. Par exemple, quand on vous dit par exemple il faut une dose minimale, en général les gens ont tendance, surtout par exemple les éleveurs qui n'ont pas eu cette éducation-là, ils ont tendance à donner des doses supérieures. Et ces doses supérieures, c'est pour vraiment avoir le maximum de survie, par exemple, de la volaille. Mais malheureusement, ces antibiotiques parfois, donc la rémanence reste dans la chair du poulet ou bien de la poule ou bien du coq ou bien du mouton. Ça reste, donc quand la dose est supérieure à la normale, donc les antibiotiques restent et les populations donc ingèrent ces antibiotiques-là. Voilà le docteur Djibril Traoré de l'Institut de technologie alimentaire ITA au téléphone de Dior Ndiaye Cissé. Le pastoralisme au Sahel, au centre d'une réunion ici à Dakar, une réunion ouverte ce matin. L'objectif est de partager sur les connaissances et les expériences sur les meilleures stratégies et pratiques pour le développement de l'élevage. Cette première édition regroupe plus de 150 participants venus de la sous-région. Compte rendu Yolande Catherine Ndiaye. La contribution de l'élevage au PIB varie entre 7 à 30% dans les pays du Sahel. Cependant, l'élevage reste menacé par de multiples défis. Pour cette première édition, le SILS apporte un appui technique spécialisé aux pays membres du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, selon le secrétaire exécutif du SILS, Jimé Adoum. La composante 2 du PRAPS portant sur l'amélioration de la gestion des ressources naturelles touche notamment aux problématiques importantes et complexe d'accès et de gestion durable de l'hydraulique pastorale et de la ressource fourragère. Ces questions non seulement recouvrent des problématiques techniques, mais aussi stratégiques de planification, d'organisation, d'intermédiation sociale au sein des communautés pastorales. L'essor rapide de la population, la multiplication des conflits entre pasteurs ou entre pasteurs et agriculteurs, l'insécurité croissante dans le Sahel sont autant de questions auxquelles des réponses doivent être apportées, selon le responsable du PRAPS à la Banque mondiale, Christian Berger. Cette question est en effet au cœur de la mise en œuvre du PRAPS. Le projet ne pourra pas connaître les succès qu'il attend sans donner la possibilité aux pasteurs et agro-pasteurs d'avoir un accès sécurisé et durable aux ressources fourragères et à l'eau d'abreuvoir. Le directeur de cabinet du ministre de l'Élevage a indiqué pour sa part qu'au sortir de cet atelier, il faudra rompre avec l'état permanent d'insécurité alimentaire auquel est confronté le cheptel dans nos pays du Sahel. Cher Tidiane Diop. La mise en œuvre de nouvelles stratégies permettant d'accélérer la modernisation du système d'élevage et d'accroître les productions grâce à une meilleure exploitation des ressources pastorales. D'un coût global de 43 milliards de nos francs, ce projet qui porte sur 6 ans couvre 4 volets: l'amélioration de la santé animale, de la gestion des ressources naturelles, la facilitation de l'accès au marché et la gestion des crises pastorales au Burkina, Mali, Niger, Tchad, en Mauritanie et au Sénégal. Merci à vous Yolande Catherine Ndiaye. Le chef de l'État est attendu aujourd'hui à Saint-Louis, une visite qui entre dans le cadre normal des déplacements du président
pour une visite de travail, précise le maire de la ville, Mansour Faye, en réponse à ceux qui soutiennent que Macky Sall vient porter main forte à la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais toujours est-il que cette campagne référendaire bat son plein dans la ville tricentenaire. Nous de Seydou Nourou Guissé. Ici à Saint-Louis, la coalition du Oui a démarré sa campagne par une conférence de presse. Une occasion pour les camarades de Mansour Faye de dévoiler leur stratégie de campagne face aux journalistes. Des stratégies que sont, entre autres, des visites de proximité, l'installation de comités dans les différents quartiers du département de Saint-Louis. Abdelkader Ndiaye du mouvement Andendo Defendar est finalement venu grossir les rangs de la coalition. Le fait marquant a surtout été le ralliement de l'ancien sénateur du Parti démocratique sénégalais, Mohamedou Lamine Silla, le désormais ex-secrétaire général de la Fédération PDS de Saint-Louis, compte travailler aux côtés de ses anciens adversaires politiques pour le triomphe du oui au soir du 20 mars prochain. La coalition du non, mouvement Gortchawardia, a occupé aussi le terrain par une caravane de sensibilisation. Les camarades d'Ahmed Fall Braya ont sillonné toutes les grandes artères de la ville avant de se retrouver à la place Sonatel pour un meeting et des séances de sensibilisation. Saint-Louis, Seydou Nourou Guissé, Radio Sénégal. Pendant ce temps, à Matam, le camp du Non a fait sa première sortie. Ce camp regroupe le PDS, AJ/PADS version Diop de Croix, Bokk Gis Gis, le grand parti et Dolel Khalifa Sall. Nous écoutons cette correspondance de Daouda Niang. À Ourossogui, bien que timides, les partisans du non ont tenu à se signaler. Regroupant le PDS, l'AJ/PADS, le Bokk Gis Gis, le Boss Douniak et les pros de Khalifa Sall, entre autres formations politiques, la coalition a tenu dans sa première sortie à indiquer que ce projet de réforme constitutionnelle est vide et inopportun. Et pour diverses raisons, il faudrait donc voter non. Mamadou Osek porte leur parole. Que contrairement aux idées communément reçues, le oui ne triomphe pas devant toute cette communauté importante. En aucun cas, le oui ne peut l'emporter. Et dire non aujourd'hui, c'est d'abord défendre notre patriotisme, défendre notre liberté, défendre notre constitution, défendre la ville, défendre aussi les prometteurs qui ne peuvent pas tenir leur parole. La parole tient d'acte parce que c'est Austin qui dit quand dire c'est faire. Dire c'est faire en réalité. Maintenant, dire sans faire, ça revient en quelque sorte, excusez-moi, à manquer de respect à la conscience collective. Et nous sommes avertis, nous sommes des gens responsables, nous sommes des gens soucieux d'abord du fondement de cette république, à savoir la Constitution. On ne peut pas accepter que la Constitution soit tripotée. On ne peut pas accepter que notre liberté brime. Et en aucun cas, ces gens, ces vaillants, n'est-ce pas, acceptent de répandre l'idée selon laquelle oui, le oui est majoritaire. Le non l'emportera, s'il plaît à Dieu. Au-delà de cette première, le courant du non compte ainsi, dans les jours à venir, à monter en puissance dans sa campagne pour éclairer la lanterne des populations. RTS Matam, Daouda. Et puis à Kidira, le camp du oui brandit les réalisations du chef de l'État pour convaincre les populations, tandis que celui du non qualifie ce référendum de gâchis au moment, dit-il, où les urgences sont ailleurs. Ibrahim Omar Baldé. En guise de meeting d'ouverture, les Kidirois favorables au courant du oui se sont donné rendez-vous au quartier Plate. Entourés des autres responsables du Benno Bokk Yakaar, dont le maire Demba Thiam, le plénipotentiaire du courant, Moussa Ba, a invité tout le monde à voter oui. Oui, 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 oui. Selon eux, les réalisations du président Macky Sall à Kidira suffisent pour que les Kidirois votent massivement oui. Moussa Ba. D'abord le référendum, mais également les réalisations qui ont été faites. Le problème de l'eau est dépassé, réglé définitivement. Il y a le parking des gros porteurs, l'hôtel de ville de Kidira, un bijou, un joyau qui a été réceptionné. Il y a également le centre de formation professionnelle qui est en train d'être construit. Il y a la case des tout petits qui a été réalisée à Diboli-Fulbe. Il y a l'école d'Ali Nabokar qui a été clôturée. Il y a le foyer des jeunes qui a été construit. Et ce qui fait qu'actuellement, tout le monde adhère fortement à la politique du président Macky. Lundi, le courant du non a sillonné les rues de Kidira. C'était à l'occasion d'une caravane. Pourquoi ces leaders appellent-ils à voter non? Réponse avec Opagiro, plénipotentiaire départemental du courant du non à Bakel. D'abord, Macky a renié sa parole. Il a promis à tout le peuple sénégalais qu'il sera élu. Il ramènera le mandat présidentiel de 7 à 5 ans et qu'il va se l'appliquer. Ce qu'il n'a pas fait. Et même l'avis du conseil, il aurait pu passer outre. Étant donné que cet élément important, il l'a enlevé
enlevé. C'est plus nécessaire de faire un référendum, il aurait pu passer par l'Assemblée. Parce qu'avec le référendum, c'est un coût énorme, c'est des milliards. Ici, dans notre zone, on a des écoles qui sont en paille. Pas de bancs pour les élèves, ils sont à 4-5 sur banc. Les enseignants sont actuellement en grève. On n'a pas respecté les accords, dû essentiellement à des problèmes financiers. Nos hôpitaux n'ont rien ici. Il n'y a même pas de piste. Ibrahim Omar Baldé, Kidira, RTS. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. En plus bref, le reste de l'actualité. Au Niger, l'opposant Ama Amadou a été hospitalisé pour la seconde fois en quelques jours après une aggravation de son état de santé. Ama Amadou, détenu depuis 4 mois et candidat au second tour de la présidentielle prévu dimanche. La cour d'appel de Niamey, qui a examiné hier une demande de liberté provisoire pour l'opposant, rendra une décision le 28 mars. Ama Amadou est poursuivi pour une affaire de trafic d'enfants qui empoisonne le climat politique nigérien depuis 2 ans. La Cour suprême sud-africaine juge illégale la décision du gouvernement de ne pas arrêter et extrader le président soudanais Omar el-Béchir est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. En juin dernier, il était présent au sommet de l'Union africaine à Johannesburg. L'armée russe a entamé ce mardi le retrait de son équipement en Syrie dans la foulée de l'annonce surprise de Vladimir Poutine du désengagement du gros de son contingent militaire. Un retrait qui intervient alors que le conflit entre dans sa 6e année. Enfin, près d'un quart des décès dans le monde est lié à l'environnement, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié aujourd'hui. Pour l'OMS, une meilleure gestion de l'environnement permettrait de sauver chaque année 1,7 million d'enfants de moins de 5 ans et 4,9 millions de personnes âgées. Les sports, c'était les Tel, c'est Abidjan. Bonjour. Bonjour, Ibrahim Sali. Ligue 1 de football, la première journée des phases retour clôturée hier. L'US Gorée recevait le Casa Sport. Les deux formations sont quittées sur un score nul et vierge. L'AS Douanes conserve toujours son fauteuil de leader avec 22 points. Le Stade de Mbour occupe la 2e place avec 21 points plus 3. Ndiambour de Louga arrive à la 3e position avec 21 points plus 10. Au bas du tableau, on retrouve le Giraffe de Dakar 12e, 17 points moins 4. Diambar de Sali est 13e avec 15 points moins 1. La Lanterne Rouge, la Linguère de Saint-Louis, 15 points moins 4. Et puis notez que la 15e journée de la Ligue 1 de football se joue vendredi, samedi et lundi prochain. Au programme pour le vendredi à 16h au stade Demba Diop, AS Douanes reçoit l'US Gorée. À 18h, l'Union sportive de Ouakam, Giraffe de Dakar au stade Amadou Barry. À 17h, Guédiawaye Football Club reçoit le Ndiambour de Louga. La Linguère de Saint-Louis reçoit la Suneur au stade de Mawadouad à 17h le vendredi. Et le derby Mbourois oppose Mbour Petite Côte à Diambar au stade de Caroline Faye. Et le samedi à 17h, Casa Sport Stade de Mbour. La 15e journée sera clôturée lundi avec au programme à 17h Olympique d'Ongor, Niaritali. En Europe, on joue la Ligue des Champions avec des manches retour des 8e de finale qui démarrent ce soir. Manchester City affronte le Dynamo de Kiev en ballottage favorable après sa victoire à l'extérieur au match aller 3-1. Manchester City pourrait atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Ce sera donc peut-être ce soir face au Dynamo de Kiev et porter seules les couleurs d'une Premier League en grande difficulté sur la scène européenne. L'autre rencontre oppose à 19h45 l'Atlético de Madrid au PSV Eindhoven. Chacune des deux équipes peut encore se qualifier en quart de finale après le nul vierge enregistré lors de la manche aller aux Pays-Bas. Mais la prudence devrait être du côté des Espagnols parce que chaque but du PSV Eindhoven comptera double. Et puis en Angleterre, Leicester conserve son avance en tête de la Premier League. Mis sous la pression par le succès de Tottenham sur le terrain d'Aston Villa 1-0, Leicester s'est imposé contre Newcastle 1-0, meilleure équipe à domicile, une défaite en 15 réceptions. Leicester a toujours 5 points d'avance en tête de la Premier League. Les Fox totalisent 63 points, Tottenham est deuxième avec 58 points, Arsenal est troisième avec 52 points. Et puis en France, Ligue 1, Bordeaux se sépare enfin de son entraîneur Willy Sagnol. Et 2 jours après le naufrage à Toulouse, 4-0, les Girondins de Bordeaux, 14e au classement, inquiets d'une éventuelle relégation, ont limogé lundi Willy Sagnol, leur entraîneur. L'ancien international était arrivé en mars 2014 sur le banc bordelais. Ulrich Ramé, l'ancien gardien des Girondins de Bordeaux, va le remplacer pour la fin de la saison. C'était là l'essentiel du sport. Ibrahim Sadi. Merci à vous, Abidjan.
La dernière note de cette édition, c'est la revue de presse d'Aaron Diouf. C'est la bataille selon le populaire autour des faveurs de Touba. En tout cas, dans vos journaux, les infos et les démentis qui s'enchaînent sur cette fameuse audience du Front du Non avec Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké à Mbacké Kadior, ce que le correspondant à Diourbel du quotidien appelle le camouflet du Front du Non, parlant d'un accueil glacial qui leur a été réservé par le khalife général des Mourides. Le journal L'Observateur écrit que ces leaders des partis politiques regroupés autour du Front du Non n'oublieront pas de sitôt cette audience. Quand donc le camp du oui parle de douche froide des partisans du non chez le khalife parce qu'il ne leur a pas adressé la parole après le discours de leur porte-parole, le camp du non dément dans les colonnes du populaire. Il dément tout niguel du khalife en faveur du oui. Et c'est dit, reprend Walf Quotidien, que la visite dans le fief des Mourides du chef de l'État s'est soldée par un échec cuisant, car en plus de récolter des huées partout, aucune consigne de vote n'a été émise par Touba et environ. Seulement dans cette guerre des sons du oui et du non, la mouvance présidentielle détiendrait la faveur des pronostics si l'on en croit l'Observateur, qui parle même d'une voix des religieux avec Alamine qui approuve les réformes de Macky Sall. Ajouté à cela, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké qui a réservé un accueil glacial au Front du Non, toutes choses qui font dire au journal Le Quotidien que cette campagne référendaire semble en tout cas partie pour être plus animée que la présidentielle de 2012, en émotion, liste sucre salé, en passion, en moyen et en enjeu. Beaucoup de nos politiciens, selon mon confrère Biéty, se semblent avoir misé leur carrière politique sur les résultats des urnes du 20 mars prochain. Du coup, si Macky Sall a son match à jouer, chaque responsable local, selon Samba Allar du Populaire, a un défi personnel à relever avec son opposition, ou chaque opposant une occasion de se mesurer avec la déclinaison locale du pouvoir en place. Le pouvoir semble-t-il, il n'en veut plus. J'ai fini ma carrière d'homme politique, je ne veux plus de poste, je ne suis plus candidat à rien. Le Populaire, qui revient sur ces propos du président de l'Assemblée nationale, parle d'un Moustapha Niasse qui dessine sa porte de sortie. Du coup, si le Wahwahet ne s'en mêle pas, écrit Regard au quotidien, l'on ne verra plus le secrétaire général de l'AFP dans une campagne électorale, sauf pour soutenir Macky Sall. Et puis 70 MW extensibles selon Sud Quotidien à 105 MW pour résoudre l'équation énergétique. La presse parle également ce matin de l'inauguration hier par le chef de l'État de la centrale de Tobin Power, une matérialisation, écrit Le Soleil, d'une vision prospective. Le journal qui cite un président de la République tout heureux. La revue de presse d'Aaron Diouf met fin à cette édition à 13h27. Technique Amadou Ndiaye, Papsar Ndiaga Sissé, à la réalisation Marianne Ndiaye, Papa Malik Ndaou, centre de modulation Matar Diouf. Bonne suite des programmes sur Radio Sénégal.